Bah, bonjour, à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je trouve que c'est le genre de journée qui est vraiment, qui apporte plein d'opportunités et je voulais savoir déjà ce que vous avez pu prendre pour vous ce matin avec tout ce que vous avez, peut-être déjà, vu, entendu. Qu'est-ce que vous avez appris d'utile, là depuis ce matin, dans cette belle journée? Je me permets juste de revenir, Claire. Dès que j'ai des retours, des commentaires dans le chat, je les afficherai, ça sera apparaîtra en bas de la vidéo. Tiens, bah, ça arrive, donc je vais te Ah, les ça arrive, mettre oui, une. je regarde, voilà, c'était le temps de Ok. montage, là. Donc des moyens de s'entraider, de se remettre en cause. C'est vrai que ça amène énormément de choses et de lumière sur la manière dont on facilite les révisions, prise de recul sur la pratique et le mot pour faire une réunion. Et oui, le bon mot. Super. Mais moi aussi, j'adore la facilitation. Donc dans le dans le chat, quel gens adorent la facilitation. Moi aussi, j'adore ça. Déjà, je vais commencer par remercier, nos super organisateurs parce que c'est vraiment une super journée organisée. On a l'opportunité de parler de la facilitation, donc merci à nos 4 super organisateurs du collectif Les Facilitateurs. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Claire Després. De formation, je suis ingénieure en informatique et en fait, je suis tombée dans la facilitation en devenant manager. Parce qu'en devenant manager, j'ai découvert le management 3.0 et dans le management 3.0, ben, on est dans l'animation d'équipe, on est dans l'animation du collectif et c'est là que je suis tombée dans la facilitation et vraiment j'ai senti que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Et puis, bah, voilà, ça s'est enchaîné donc j'ai commencé à donner des formations, à me former ensuite, au coaching individuel, ensuite au coaching d'équipe et puis là, je suis en train de me former à l'accompagnement au changement. J'ai l'impression de boucler la boucle et ben, voilà, d'avoir quelque chose de chapeau où toutes mes compétences viennent se connecter entre elles. Donc je passe des journées fantastiques, j'ai vraiment un métier passionnant. Et puis, voilà, il y a des tables. Il y a des tables que j'ai envie de brûler, donc, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous dites pourquoi, mais pourquoi autant de violence? Pourquoi tant d'animosité à l'égard des tables? Alors, j'ai pris mon petit téléphone et j'ai regardé les photos des ateliers que je faisais et j'ai retrouvé plein de choses pour illustrer cette présentation. Donc pourquoi tant d'animosité? Ben, il y a peut-être eu cette fois-là où j'avais fait un atelier avec un groupe c'est un atelier qui s'appelle le nœud humain. Et donc, on emmêle les gens comme ça, on leur croise les bras, ils se tiennent comme ça. Et l'objectif, c'est qu'ils refassent un cercle en mobilisant l'intelligence collective. Hein, c'est pour illustrer l'intelligence collective. Et donc, ils doivent passer comme ça, les bras en tous, se retourner dans tous les sens. Et là, on voit qu'il n'y a pas l'espace. Il n'y a vraiment pas l'espace pour ça. On est serré entre le mur et la table qui ne bouge pas. Où il y a eu cette autre fois où il y avait besoin de faire plusieurs groupes et en fait on avait une longue table en longueur comme ça et on est les 3 groupes qui sont là, sur la table, les uns collés aux autres, avec presque pas d'espace, d'un groupe à l'autre et donc un brouhaha énorme. J'ai aussi eu ce beau séminaire dans un complexe hôtelier absolument magnifique, vraiment un environnement, superbe et la salle de travail, bah, c'était une catastrophe, on voit, mais c'est surchargé de décoration, déjà c'est un peu oppressant et puis pas possible de coller des paperboards sur les murs parce qu'il y a des moulures partout. Il y a un piano à gauche, il y a un bar à droite. Dans le fond, on voit, j'avais pris des paperboards électrostatiques, mais en fait, ça tenait même pas, quoi. Donc j'avais collé ça avec des post-it. Enfin voilà, c'était vraiment du bricolage. Ou encore cette dernière expérience, donc à gauche, j'avais voulu faire une fresque avec du photolangage et là, vous voyez, il fallait s'allonger sur la table pour pouvoir aller poser les photos loin. Et à droite, on faisait un petit atelier également et c'est pareil, on n'avait pas de place, on était tous les uns sur les autres. Donc en fait, plus que les tables en U, en fait, moi, ce qui m'agace, c'est les tables qu'on a vissées au sol parce qu'il y a de il y a de le il y a de l'alimentation et donc elles sont vissées au sol, on ne peut pas les déplacer. C'est vraiment ça qui me gêne. Et puis il y a pas longtemps, je suis tombée sur un mot. J'ai découvert ce mot, la psychogéographie, qui est entré, dans mon vocabulaire il y a pas très longtemps. Mais avant ça, je voulais déjà savoir si vous avez déjà eu, des ateliers, en fait, où voilà, vous avez été contraints par votre environnement.
Donc racontez-nous en quelques mots dans le chat, un moment comme ça, vous avez senti que l'environnement, il était très limitant pour votre animation? Je vous laisse le temps de taper. Alors des murs en lambris. On nous dit dans le chat, les murs en lambris sur lesquels vous n'avez pas pu coller de post-it. Ça colle pas très bien, c'est vrai. Ah, une salle en sous-sol sans fenêtre aussi, donc là, c'est le manque de luminosité. Peu de place pour les sous-groupes. Le bruit également. Ah, des fauteuils moelleux dans lesquels on ne veut plus sortir, ça, vous allez voir, on va en parler aussi. On va en parler de la lumière, on va en parler des sièges beaucoup trop confortables. Le bruit, oui, les open space. Ok, bon, c'est bien, on va retrouver des éléments que vous partagez là, dans la suite. Donc, je vais vous repartager d'autres expériences et puis on va regarder également les solutions qu'on a à portée de main, comment on peut s'organiser aussi en fonction de ce qu'on a sur place, parce qu'on ne peut pas toujours aménager l'espace comme on veut. Donc, si je reviens sur ce terme de psychogéographie, donc c'est un terme que j'ai découvert dans le livre de Robert Dilts, Être coach. Donc, c'est Robert Dilts qui est un grand monsieur de la programmation neurolinguistique, qui a fait des apports très intéressants et qui a développé une pyramide qui porte le même nom, qui est juste là. Moi, j'adore ça, cette pyramide, la pyramide de Dilts. Je l'utilise énormément, notamment ça m'aide quand je pose un diagnostic sur un changement à faire, sur une équipe, de savoir à quel niveau il faut aller jouer. Par exemple, est-ce que c'est juste une formation parce qu'il manque des capacités, ou alors est-ce que de faire une formation, c'est pas suffisant, il faut monter un peu plus haut sur l'identité, par exemple, dans l'intervention. Donc ça, c'est un super objet que je vous invite à aller explorer. Et donc j'ai creusé ce terme de psychogéographie, et en fait ça revient d'un petit peu plus loin. Avant Robert Dilts, c'était Guy Debord, un philosophe situationniste. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est, je n'ai pas tout compris, mais quoi qu'il en soit, sa définition à lui, c'est l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. Donc Guy Debord, il a pris la carte de Paris et il a décomposé la ville en unités d'ambiance. Donc une unité d'ambiance, c'est un endroit où justement on va avoir un comportement ou un ressenti particulier. Et donc il a décomposé la ville de Paris, et puis entre deux unités d'ambiance, il définit avec ses flèches rouges des espaces de transition qu'il appelle des non-lieux. Voilà. Donc c'est ça que Guy Debord met derrière ce terme. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que l'environnement, au-delà de l'environnement qui permet de faire quelque chose, c'est l'environnement qui va aller inviter à un comportement et qui va aller influer sur des émotions. Moi, ça m'a fait penser au nudge marketing. Vous savez, ces petites choses qui influencent votre comportement sans non plus vous forcer à le changer. Donc, que ce soit, là, on voit à gauche ce cendrier pour vous inciter à mettre votre mégot à l'intérieur au lieu de le jeter sur le sol. Cette pissotière, messieurs, que vous avez peut-être déjà utilisée, qui évite de salir euh, tout autour. Et puis aussi, ce qu'on voit beaucoup fleurir dans les villes, hein, le limitateur de vitesse qui indique votre vitesse sans en arriver à la sanction. C'est un peu pareil en fait, on influe sur l'environnement. Dans une salle, ce qu'on peut travailler pour réussir à ce résultat, pour parvenir à ce résultat, ça va être déjà l'agencement du mobilier, la modularité. Donc on va travailler des espaces, on peut aussi travailler des sous-espaces. Je développerai ça après. Il y a le choix du mobilier lui-même. Donc ça, on n'a pas forcément toujours le choix, néanmoins,
Si vous avez la possibilité d'intervenir à un moment donné sur le choix du mobilier, c'est intéressant, je vous ferai des propositions. Il y a les surfaces aussi pour écrire qui vont jouer, l'éclairage et les couleurs de la pièce ou du mobilier. Donc on va faire un petit test. Vous arrivez dans cette pièce. Voilà, vous avez cette table avec ces chaises-là, dans cette configuration-là. Dites-moi, 1, ce que ça vous inspire, 2, ce que ça vous permet de faire, et 3, le comportement que ça va très certainement vous inviter à adopter. Je vous laisse répondre dans le chat, mettez le petit 1, 2, 3 par rapport à cette configuration. Un conseil avec un chef, donc il y a une notion de hiérarchie, ça vous fait penser à ça, ça vous inspire? Une notion de hiérarchie, du top-down, du classique, du travail individuel peut-être même, du formel, du travail de l'ennui, des réunions. On se dit que ça va peut-être pas être très marrant. On s'assoit, on sort son ordinateur, en effet, on a cette alimentation qui est possible, donc on peut même imaginer qu'on va rester un certain temps, puisqu'il faut carrément amener sa batterie. Quel comportement ça vous invite à adopter? Donc j'ai des réponses, ça m'invite à repartir. Alors, réunion à l'ancienne, alors c'est bien si vous avez l'occasion d'avoir d'autres types de réunions. Voilà, bon. Globalement, ça vous inspire pas une réunion palpitante. Moi, ce que j'avais noté ça, c'est qu'effectivement, moi, ça va m'inspirer une forme de restriction, de rigidité, d'enfermement, de limitation, parce qu'en fait, je vois même pas le voisin de mon voisin, je ne vois même pas tout le monde, et quelque chose d'un peu hiérarchique. Ce que ça me permet de faire, alors, ça me permet de venir avec mon PC, de le brancher, donc de rester longtemps. Ça me permet aussi de poser plein de matériel. Je peux venir avec aussi mon cahier, mon café, mon téléphone, et ça me permet de m'asseoir. Ça, c'est vraiment ce que je peux faire ici. Le comportement que moi, ça m'inviterait à adopter, c'est d'écouter plus que de participer. On a cette chaise un peu en bout de table, on s'imagine qu'il y aurait quelqu'un de hiérarchiquement, ou en tout cas qui aurait une position un peu supérieure et qu'on va écouter. Ça va potentiellement m'inviter à faire autre chose en même temps, surtout si j'ai ramené mon ordinateur, et ça m'invite aussi à rester à ma place. Deuxième configuration que je vous propose, celle-ci. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et quel comportement ça vous invite à adopter? Même question. Les alcooliques anonymes, oui, c'est vrai. Mais voilà, ce qu'on retrouve en tout cas, c'est cette écoute, le fait qu'on parle, tout le monde va parler. Alors ça va très vite dans le chat, j'essaie de suivre. Un peu coincé, alors oui, il peut y avoir un côté un peu, on sent un peu coincé, c'est vrai. De la convivialité, de l'échange, de l'égalité. Appréhension de se mettre à nu, c'est vrai. Je l'ai noté, vous allez voir, je trouve que ça peut amener à une forme de pudeur. Je crois qu'il y a à peu près 14-15 chaises, donc imaginez se livrer dans un environnement comme ça, il peut y avoir peut-être une petite appréhension. Mais en tout cas, oui, ça, voilà. Ça vous évoque de l'inclusion, de la collaboration, de l'écoute. Ça vous permet de vous voir, de voir le non-verbal, de voir tout le monde. Ça vous inspire aussi de la gaieté et de la couleur. Ça vous inspire aussi le fait que vous allez pouvoir être observé. Et voilà, et participer, vraiment participer, pas d'espace pour se cacher, vous mettez aussi dans les commentaires. Donc c'est un peu ce que j'ai mis. Moi, ce que ça m'inspire, c'est déjà, il y a les couleurs, ça m'inspire une forme de joie. Il y a cette égalité, cette équité, parce qu'on est tous au même niveau. Ça m'invite le partage, l'écoute, et puis la pudeur quand même. Le côté, oula, je vais devoir me mettre à nu peut-être, et il y a beaucoup de monde. Ça peut être impressionnant. Ce que ça me permet de faire, ça me permet de m'asseoir. Là, ça me permet de voir tout le monde. Ça me permet de parler avec tout le monde et d'entendre tout le monde. Donc, quel comportement ça va m'inviter à adopter? À observer, à écouter, à partager, à participer, à parler, à échanger. Voilà, tout ce que vous avez écrit. Dernière configuration que je vous invite à explorer,
Attention, il y a un piège. Dites-moi un petit peu. Cherchez l'erreur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et quel comportement ça vous invite à adopter? La sieste, avoir mal au dos, dormir. Un seul debout pour écrire. Et oui, en fait, vous voyez, il y a 2 choses différentes dans cette photo. C'est que vous avez en effet les gros poufs dans lesquels on peut mais complètement s'affaler et en même temps, vous avez cet immense tableau blanc qui vous invite tous à aller au tableau pour pouvoir faire des choses. Donc ici, il y a clairement, un espace qui est pas cohérent. On a 2 possibilités qui sont complètement opposées. Donc oui, il y a un super grand tableau blanc. Donc on a le grand mur blanc qui inspire la créativité et l'expansion, qui permet d'écrire, beaucoup et à beaucoup. Qui va, inviter donc à faire des schémas, à diverger, à faire des flèches, à faire des trucs qui partent dans tous les sens. Et au sol, vous avez, ces fat boys qui vous inspirent, bah, la créativité quand même. Il y a le côté, les couleurs, hein, qui sont un peu fun. C'est un peu régressif aussi, enfin quand ils sont tous comme ça, on a envie de sauter comme ça et dire: «Allez, je me jette dedans». J'ai pas essayé, je pense que c'est dangereux quand même. Ça amène aussi le côté convivial et puis, bah, aussi ce repos, vous l'avez évoqué, hein, l'envie de faire une bonne sieste, dedans. Faut savoir que dans un fat boy, on a l'impression qu'on va être bien installé. Personnellement, je trouve qu'au bout d'un moment, je suis pas très bien, j'ai mal au cervical, il faut vraiment bien réussir à se poser. Mais le plus dur, en fait, c'est de se relever. Personne ne peut se relever de façon gracieuse. C'est toujours un peu compliqué donc en fait, quand vous avez un espace comme ça, vous avez des personnes qui vont s'enfoncer comme ça dans leur pouf, mais qui ne vont certainement pas se lever régulièrement pour aller, au tableau blanc pour participer. Donc si je termine avec les poufs, ça permet de se détendre, de dormir, et ça va plutôt, bah, m'inviter à ne plus bouger. Voilà un peu si on décortique quelques espaces. Un exemple, donc on a eu un exercice au tableau et puis ensuite, là c'est le moment du débrief, hein, ça va, tout le monde était debout pendant l'atelier, sinon c'était pas possible. Heu, on n'aurait eu que la moitié des participants qui auraient contribué. Donc si je poursuis avec la psychogéographie, Robert Dilts, dans son livre, lui, ramène, une notion supplémentaire, c'est donc que ça va influer sur les interactions interpersonnelles. Mais en effet, en fonction de là où vous allez mettre, en l'occurrence, peut-être les sièges, si vous utilisez, des sièges, ça va influer sur les interactions interpersonnelles. Je vous propose qu'on explore quelques configurations. Donc j'ai repris des configurations qu'il présente dans son livre. Alors si jamais mes petits dessins sont pas très clairs, ce sont des bonhommes vus du dessus. Première configuration, on a 2 personnes en relation directe. Soit c'est plutôt de la connivence, soit éventuellement c'est une confrontation, ça peut être une confrontation. Là, on a de la relation moins directe, avec un peu de distance qui s'installe. Ici, on a 2 partenaires qui vont dans la même direction. Si vous pratiquez, le walking meeting, vous avez eu l'occasion de marcher ensemble, pour une réunion par exemple, 2 par 2, c'est un peu ce qu'on vit en fait, c'est qu'on avance ensemble dans la même direction. Une autre configuration un peu, en mode soutien, mentorat. On a une personne qui est derrière et qui est là un peu pour aider. Donc ça, c'est en binôme. En groupe, bon voilà ce qu'on peut observer dans un groupe. Là, on a 2 sous-groupes et potentiellement un observateur qui est un peu en retrait, un peu sur le côté. Ici, on retrouve notre groupe, installé en cercle, avec toujours ce côté équité et une certaine proximité. Autre configuration, on a un groupe qui est certainement mené par une personne. Au sein de ce groupe, les interactions sont possibles. Donc, tout le monde voit tout le monde et donc il peut y avoir quelque chose de collectif ici. Contrairement à cette configuration,
où au sein du groupe, il n'y a pas d'interaction en fait. Il n'y a pas d'interaction donc moi ça me fait un peu penser à quelque chose de militaire où enfin voilà, il y a une personne qui commande, et en face, ben, si quelqu'un ici devait, amener une interaction ou une proposition, ça resterait quelque chose de très individuel. Ça serait pas, mis en valeur ajoutée avec le groupe. Ça me fait penser aussi à une forme de jury. Donc là, c'est l'inverse en fait, hein, c'est plutôt le groupe qui a une forme de supériorité par rapport à la personne et qui est là pour juger de quelque chose. Si on remplace cette personne toute seule par, autre chose, admettons que ce soit un écran ou un paperboard, là on a un groupe qui échange à propos de quelque chose, donc on a ce sujet central, où là on est plutôt en mode présentation, par exemple dans un amphithéâtre. Donc voilà quelques configurations qu'on peut avoir. J'imaginais aussi 2 configurations, avec, 2 groupes face à face. Ça ce qui peut arriver par exemple quand on est en réunion client, on est face à, enfin tous les clients se mettent d'un côté de la table et tous les autres de l'autre côté de la table et il y a ce côté un peu, bah, en fait, confrontation. Ou un peu, vous savez, les équipes de rugby, les haka, ce genre de choses où il y a un petit peu de confrontation comme ça. Et des fois, juste en déplaçant une personne dans une salle, vous arrivez à changer la dynamique. Donc je vous pose la question maintenant, comment est-ce que vous allez agencer le mobilier pour un codev? Donc le codev, je réexplique. Le codev, en gros, c'est une personne, qui va être aidée par tout le groupe pour trouver des solutions à son problème, à son objectif. Donc c'est l'intelligence collective au service d'une personne, le codev. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme configuration? Alors on propose un cercle, une personne au milieu du cercle ou un demi-cercle, un cercle ouvert. Alors tout à l'heure, on voyait, hein, vous l'avez évoqué, le très grand cercle avec toutes les chaises. C'est déjà impressionnant. Si vous mettez la personne en plus au centre du cercle, là, je pense que vous la perdez. Ça va être très difficile. Et en plus, il y aura des personnes derrière qui vont lui tourner le dos. Donc on va plutôt partir sur un cercle. Le cercle pourrait être ouvert, pourquoi pas. Face à un tableau, s'il y a besoin d'un tableau, dans un codev, moi, en général, je préconise, en fait, c'est la personne qui relève les idées qui va l'intéresser. Donc je préconise en général l'utilisation d'un cahier. Voilà des exemples de codev. Donc, codev, j'ai mis aussi atelier de régulation. Atelier de régulation, c'est X personnes qui ont besoin de clarifier une situation et donc ils vont tous échanger tous ensemble. Ils sont tous au même niveau, ils ont tous le même niveau de contribution, tout le monde s'écoute et c'est important. Donc, voilà un peu les genres de configurations qu'on pourrait avoir. Petit détail entre la photo de gauche et la photo de droite, et c'est très important, c'est que sur la photo de droite, vous avez une petite table pour poser des affaires dessus. À gauche, il y en a pas, et c'est quand même important de pouvoir poser son cahier, son crayon, éventuellement son café. Le téléphone, normalement, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, un brainstorming. Comment est-ce que vous organiseriez votre espace? Donc un brainstorming, on va dire que vous devez produire des idées, les organiser, par exemple. Debout, alors oui, en effet, déjà, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est debout. Donc debout face à un tableau, autour d'un espace, d'une table haute, tout à fait. En demi-cercle vers une surface verticale. Oui. Debout en demi-cercle. En effet, ça fonctionne très bien. C'est assez classique en général, c'est ce qu'on fait. Là, je vous ai mis 3 types de... Alors, pas 3 configurations identiques, mais avec un support différent. La première photo, vous avez un paperboard papier. La seconde, c'est un tableau tactile. Alors, j'étais assez réfractaire et j'avoue que j'ai adoré utiliser le tableau tactile. Ça marche vraiment très bien. Tout le monde a son petit stylet et on peut y aller et on écrit. Et l'avantage, c'est on efface avec la main, ça marche très très bien.
Le troisième, bah, c'est les paperboards scotchés sur les murs pour créer des surfaces supplémentaires. Donc voilà, on a ce demi-cercle avec la surface de production. Et vous l'avez évoqué aussi, debout avec une table haute. Donc là, j'ai assis avec une table basse, pas très confortable, et j'ai debout à droite avec une table haute sur laquelle on peut écrire. Alors ça, c'est vraiment sympa. J'ai adoré, on a testé le matériel. Cette table, elle était là depuis super longtemps. Je ne savais pas qu'on pouvait la lever et écrire dessus. Et donc, c'était vraiment très, très désagréable parce que, bah, voilà, on était avec nos feutres, on écrivait dessus et puis, en fait, on se voyait tous par rapport à un espace où on est tous en arc de cercle face au mur, où, ben, on se met devant, on écrit, on se retourne pour regarder les autres. Bah, là, en fait, on se voyait tous et c'était vraiment hyper fluide, quoi. Les interactions, c'était super agréable. Alors, table haute, ronde, carré serait-ce un peu moins pratique? Alors, je vais revenir sur les tables hautes juste après. Voilà, le brainstorming, ce que vous pouvez imaginer. Puis là, on a parlé d'espace, mais en fait, il y a aussi les sous-espaces. Ça, c'est l'espace qu'on organise quand on fait un atelier pour que les gens puissent échanger, produire, collaborer. Mais en fait, il y a d'autres espaces. Je vais vous parler du host leadership. Le host leadership, je vous invite à aller regarder, c'est plusieurs postures, plusieurs lieux. Moi, je vais surtout faire le focus sur les lieux. En fait, le host leadership, c'est 4 lieux. Si on reprend les termes de Guy Debord, ça va être 4 unités d'ambiance, en fait. Donc, vous avez d'abord la cuisine. La cuisine, quand vous arrivez en tant que facilitateur quelque part, c'est votre petite boîte. Vous posez votre petite boîte avec tout votre matériel dedans, votre sac à dos, le manteau, voilà. C'est votre petit coin où vous allez faire votre petite tambouille et où vous allez peut-être venir vous restaurer pendant que les participants travaillent. Second espace, hop, c'est le balcon. Le balcon, c'est aussi un espace de retrait et c'est là où vous êtes un peu en hauteur, comme ça, en observation sur le groupe. Vous regardez ce qui se passe avant d'aller éventuellement ajuster des consignes ou autre. Vous observez, vous écoutez. C'est aussi un endroit d'où vous pouvez ajuster votre dispositif au fil de la journée. Troisième espace, c'est la scène. C'est là où vous parlez aux participants. Donc là, par exemple, moi, je suis sur la scène. Et donc, on parle aux participants, on va donner des consignes, on va les accueillir, on va les féliciter, on va leur donner des informations, des instructions. Donc, quand on est sur la scène, voilà, c'est nous qui parlons et c'est les gens qui écoutent. Le dernier, c'est avec les invités, avec les participants. Donc là, vous êtes au sein de l'assemblée, vous échangez avec les participants, vous vous mettez avec eux, vous essayez de voir un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ont des questions, et puis vous pouvez les encourager. Donc c'est intéressant, c'est d'imaginer en fait où se trouvent ces différents espaces. Alors par exemple le balcon, ça peut être, c'est plus peut-être dans la posture que dans l'espace vraiment physique. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on se trouve et de pouvoir avoir, alors je clique pas au bon endroit, voilà, la circulation. Il y a cette notion de circulation, vous voyez les unités, les non-lieux, comme l'évoque Debord, qui permettent d'aller d'un espace à l'autre. Donc c'est pas mal aussi de se dire qu'il y a un espace où on va faire du brainstorming et puis après, debout, ça vous l'avez évoqué, hein, par exemple, on voyait le codeur, on était assis, le brainstorming, on essaie de le faire debout pour donner plus d'énergie. Voilà, ça va plus mobiliser les participants dans l'espace. Il faut les mobiliser dans l'espace si vous voulez de la participation. Donc plutôt debout, et puis après on va débriefer, on va peut-être aller se rasseoir quelque part, on a un endroit où on peut se rasseoir, où on peut échanger. Donc il y a plein d'espaces qui peuvent avoir différentes fonctions. Et c'est intéressant aussi d'aller un cran plus loin. Il y en a un qui n'est pas là et qui me paraît mais hyper important, c'est l'espace restauration. C'est d'avoir ce petit coin où, si vous pouvez le faire, avoir le café, les petites viennoiseries. Voilà, moi je trouve que le petit espace restauration, il a aussi une valeur ajoutée très importante. Alors là, j'ai quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il se met derrière le demi-cercle pour écouter, mais qu'on lui a déjà dit que ça pouvait être oppressant de sentir une présence derrière. Bah oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelqu'un derrière. Dans ce cas-là, ça peut être bien de se mettre peut-être un peu plus dans le groupe. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, de te mettre un peu plus dans le groupe. ou un peu plus loin, c'est-à-dire de réussir à entendre encore, mais être peut-être un cran plus loin.
Mais dedans, on attend que je parle. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui m'est déjà arrivé où je me suis voilà, je me suis retrouvée dans une pièce comme ça, on était à table et en fait, je me rendais compte que mais tout le monde attendait que ce soit moi. C'est moi qui devais tout faire et on est parti déjeuner, ensuite je les ai envoyés dehors pour qu'ils trouvent leur solution ensemble en marchant parce que sinon tout était tourné vers moi, là, ils attendaient que ce soit moi qui pose les questions, qui consolide tout alors que moi je voulais que ça vienne du groupe donc c'est le genre de situation où on se dit: «OK, bon, où est-ce que je me trouve un petit balcon pour mettre en retrait?» parce que sinon les gens attendent que ce soit moi qui fasse tout le travail et c'est pas l'objectif. Alors le mobilier. Quel mobilier choisir? Donc j'ai quelques exemples à vous proposer. Si vous avez la possibilité, d'influer, sur le mobilier, ça peut vous inspirer. Déjà, moi, ce que j'adore pour inviter à la mobilité, c'est quand même, tout ce qui est assise haute. Donc à gauche, ça c'est mon chouchou, c'est ces tabourets et chaises hautes qui sont hyper légers. C'est génial. On les déplace, hop, on les positionne, avec un grand tableau blanc devant. Ça permet vraiment de pouvoir se poser un petit peu parce que rester debout aussi, on ne fait pas un brainstorming d'1 heure debout, ça doit être épuisant. Donc ça permet de se reposer un petit peu et puis vous avez quand même une table. S'il y a des post-it à remplir par exemple, on va pas le faire comme ça sur les murs ou je sais pas, c'est pas confortable. Donc ça permet quand même de pouvoir poser des supports. Et à droite, c'est une espèce de tabouret culbuto, donc c'est pas mal aussi justement pour pouvoir se reposer quand on fait des brainstorms debout qui peuvent être un peu longs. Ce genre d'espace aussi, j'aime bien. Il y a un mix de fixe et de mobilier, mobile. Donc vous voyez, il y a ce grand fauteuil rond déjà, donc on retrouve le côté rond qui permet de voir tout le monde. Puis vous avez par exemple, là j'ai mis, 2 autres petites choses. Vous avez, le tabouret blanc qui est sur roulette, donc quel que soit son poids, c'est pas grave, on sait le déplacer facilement. Et avec une petite tablette pour pouvoir, quand même poser du matériel. Et l'autre tabouret qui n'a pas de roulette, mais qui est très léger, qui a une poignée qu'on peut déplacer facilement. Ça, c'est top parce que vous avez une super modularité dans votre espace. Ici, on a un même espace avec plusieurs possibilités. Donc la première photo où vous pouvez très bien présenter quelque chose et ensuite, comme les sièges pivotent, vous pouvez, rediriger les participants les uns vers les autres. C'est des très gros sièges, hein, donc il faut de l'espace pour pouvoir mettre ça. Et ensuite les grandes surfaces de production. Alors là, du tableau blanc, allons-y, mettons-en, partout, du tableau blanc aimanté, c'est encore mieux. Comme ça, on peut aussi venir, mettre par exemple du photolangage. Là, la photo du milieu, c'était une fresque, donc il y avait du photolangage, plein de cartes de photolangage. Après, les gens n'avaient plus qu'à prendre, et les accrocher sur le mur. La question, c'était, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre tous ensemble aujourd'hui? Et donc, faire cette fresque avec à la fois des mots-clés qu'ils pouvaient écrire, à la fois des images pour illustrer. Et puis toujours le petit paperboard, hein, qui va très bien. On peut prendre des feuilles, on peut en rajouter. Les surfaces tactiles, comme je disais, que j'ai testé, j'approuve. J'approuve les surfaces tactiles, ça marche très bien. Voilà, il faut un peu de prise en main, mais ça c'est assez facile, c'est assez intuitif et c'est pas mal du tout. Les couleurs. Alors les couleurs, petit quiz, d'après vous, quelle est la couleur qui permet le plus de stimuler la créativité? Donc, quelles couleurs vont influer sur ce que vous allez être, en mesure de faire, d'après vous? 1 violet, 2 jaune ou 3 orange? Ouh là! Alors c'est marrant parce que c'est très jaune et orange dans vos réponses. En fait, il y a quelqu'un qui a eu bon, ce sont les 3. Ce sont les 3 couleurs. Et en fait, j'étais tombée sur un article qui me parlait du violet en me disant: «Ah le violet, c'est la couleur de la créativité». Et en préparant les slides, je me suis dit: «Tiens, je vais aller regarder un peu, s'il y a d'autres articles» et en fait, non, en fait, il y a d'autres couleurs. Le jaune et le orange aussi sont des couleurs qui stimulent la créativité, donc voilà. Donc vous avez plusieurs couleurs qui stimulent la créativité. En tout cas ces 3-ci. Et ensuite,
Voilà, les éclairages. Donc les éclairages, c'est vrai que, quand on se retrouve toute une journée dans une salle sans lumière, c'est pas très agréable. Donc si vous avez la possibilité d'avoir des pièces avec des fenêtres, avec de la lumière directe, c'est forcément mieux. Moi, j'aime bien aussi cette configuration avec ces lumières, au plafond et qui peuvent changer de couleur. C'est très agréable. Alors ça, cette partie, c'était quand vous avez la main sur le mobilier. Mais quand vous n'avez pas la main sur le mobilier, comment est-ce qu'on peut faire? Donc normalement, en tant que facilitateur, vous avez une boîte avec plein, plein, plein de matériel à l'intérieur et il vous faut absolument du scotch. Du scotch, ça c'est le important, du scotch et des rouleaux de paperboard. Soit vous savez qu'il y aura des paperboards et que vous pourrez décrocher des feuilles, allez, on y va, on en met plein les murs. Une journée d'atelier, ça peut être vraiment une salle qui va se recouvrir de paperboard tout au long de la journée. Et j'ai mis au milieu le paperboard électrostatique, effaçable. Le modèle que j'ai testé moi, je trouvais que ça s'effaçait pas très bien. Maintenant, entre ça et rien, ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même un outil intéressant, le paperboard électrostatique. Ça tient bien, hein, ça tient plutôt bien, je trouve. Bon, là, tout à l'heure, quelqu'un parlait de lambris, je suis pas certaine que ça tienne bien partout. Ça, testé, j'ai pas testé sur du lambris. Peut-être quelque chose à faire. Donc, il vous faut du scotch. Ensuite, vous avez la possibilité, quand les tables sont pas vissées au sol, de les faire déplacer. Ça, faut y penser aussi. Là, cette pièce que j'avais fait aménager, j'avais fait retirer les tables. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a la colonne de prise au milieu. En fait, normalement, c'est une salle avec une table en plein milieu. Donc là, j'avais réussi à retirer cette table. Bon, du coup, il manquait quand même de l'espace. J'avais quand même besoin d'une table. J'avais plus rien pour mettre mon bouton de langage. Bon, je l'ai mis au sol, ça marche bien. Puis quand on est trop étriqué à l'intérieur et qu'il fait pas trop mauvais, on peut aller à l'extérieur aussi. Ça, c'est pas mal non plus. Ça fait du bien, on prend l'air. J'ai retrouvé aussi ces photos. On avait fait ça, on avait utilisé les extérieurs et c'est vrai que c'était. On a de l'espace, quoi. On a vraiment de l'espace et c'est très agréable. Ensuite, il y a des entreprises où il y a des cafétérias, des cantines d'entreprise, des restaurants d'entreprise. En général, ce sont des endroits où aussi on peut aller faire des ateliers, on peut s'y installer. On peut des fois les louer, en tout cas, c'est possible. Je ne l'ai pas mis dans les slides, vous avez aussi bien sûr tout ce qui existe comme lieu tiers pour organiser des événements. Alors, il y a quelqu'un qui dit à l'extérieur, j'ai des fois du mal à me faire entendre. Alors oui, c'est vrai que plus le groupe est grand et plus c'est difficile de se faire entendre. Ça, j'en conviens. Alors, ce qu'on voit souvent dans les conférences, quand il y a des conférences comme ça où il y a du monde en présentiel, alors ça marche un certain temps. Au bout d'un moment, les participants ont compris, ils arrêtent, ils suivent plus le mouvement. Mais en gros, l'animateur lève le bras comme ça et dit on lève tous le bras jusqu'à ce que tout le monde arrête de parler. Donc les premiers, ceux qui écoutent, lèvent le bras, et puis les autres, au bout d'un moment, se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils lèvent le bras, et ils arrêtent de parler, ils attendent de voir ce qui se passe, et hop, on récupère le calme et on peut continuer. Bon, au bout de 4-5 fois, ça marche plus, mais en tout cas, ça peut permettre déjà d'aider à récupérer de l'attention. Ce type, c'est génial, bah oui, je vous invite à le tester, c'est pas mal. Alors, le distanciel. Quid du distanciel? Alors, le distanciel, effectivement, c'est un peu plus difficile. Si on revisite un peu les 4 espaces, au niveau du host leadership, déjà votre cuisine en général, c'est ce qui est à côté de votre PC, hein. Il y a tout ce qui est votre bouteille d'eau, votre café, votre petit goûter. Et puis, ce qui est votre outillage. Et votre outillage, c'est ce que vous avez de près sur votre ordinateur, votre déroulé, vos outils prêts sous la main. Idéalement, pour manipuler les outils, c'est bien d'être 2. Pour avoir une autre personne qui peut faire des salles, des sous-salles, donner des liens, etc. Donc ça peut être bien d'être à plusieurs. La scène, voilà, c'est comme là maintenant. Ça va être votre outil, l'outil que vous allez utiliser quand vous allez parler vous. Il y en a plein, il y a Teams, Zoom, il y a Google Meet, sont les plus utilisés, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Puis bien sûr, le partage de vos slides. C'est toujours intéressant de penser à la manière dont les gens captent l'information. Il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels. C'est bien de pouvoir
communiquer en multicanal quand c'est comme ça, à la fois donner des explications et à la fois avoir le support visuel pour répondre aux préférences de chacun. Avec les participants, donc 2 endroits, 2 lieux quand on est en distanciel. En général, c'est l'outil de tableau blanc en ligne. Donc là, vous avez ceux qui font à la fois les conférences et l'outil intégré, et puis d'autres qui sont hyper intéressants. Donc pareil, on va retrouver dans Teams, on en a. Vous avez Klaxoon, vous avez Miro, vous avez Metro Retro, vous avez Mural. Le whiteboard Microsoft, c'est celui de Teams en fait. Donc, et là, c'est pareil, je pense qu'il y en a encore plein d'autres, donc c'est pas mal de trouver l'outil qui vous va bien, que vos participants connaissent aussi, celui avec lequel c'est facile de se connecter, ou peut-être il n'y a pas besoin de créer de compte, enfin voilà, essayer de trouver les modalités, ou celui où vous déjà vous êtes à l'aise, parce que c'est déjà un premier point important. Et puis les sous-salles, donc trouver l'outil qui va bien pour créer des sous-salles. Donc en facilitation, quand on fait des sous-salles, c'est parce qu'on veut soit créer des plus petits groupes pour que les gens puissent prendre la parole, parce que quand on est à 10, on n'ose pas toujours parler, alors qu'à 2-3 personnes, c'est plus facile, ou alors pour mener des travaux en sous-groupe. Dernier espace, le balcon. Bah là, c'est peut-être quand vous allez vous circuler dans les sous-salles, vous allez couper le micro, la caméra, puis vous allez aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est important parce que il faut vérifier la bonne compréhension des consignes. Quand on est en présentiel, on voit un peu les groupes, on voit comment ça se comporte. Quand on est en distanciel et qu'on fait des sous-salles, bah, il faut aller regarder chaque salle pour vérifier que tout se passe bien. Allez, maintenant que vous êtes tous experts en psychogéographie, quel conseil est-ce que vous donneriez à un manager qui vous dit: alors attendez, j'ai une question. Exemple d'outils pour faire des sous-salles. Bah, moi j'utilise Teams. Il y a Zoom aussi qui fonctionne très bien, ou Google Meet, je ne l'ai pas beaucoup testé, mais je pense, et vous pouvez peut-être me confirmer, que c'est également possible de faire des sous-salles. J'imagine pas que ce soit pas possible, plutôt. J'ai Meet, ouais, c'est bon, on me confirme. C'est confirmé. Voilà, ça c'est des bons outils pour faire des sous-salles. Alors à vous, quel conseil vous donneriez à un manager qui vous dit: personne ne participe dans mes réunions d'équipe? Alors, on y va. Bonne réponse. Se former à la facilitation. Commencer par une inclusion, en effet. J'ai vu retirer les salles les tables et mettre tout le monde devant un tableau. C'est aussi possible. Changer de cadre. Eh oui, changer de cadre. Sortez de cette table. Si on imagine que c'est la table qu'on a vue au début, non, changer de cadre, changer d'endroit. Ça peut casser aussi la routine. Meeting debout. Faire appel à un facilitateur aussi, effectivement, ça peut lancer une nouvelle dynamique. Faire une animation tournante. On joue plus forcément sur l'environnement, néanmoins c'est une bonne manière de faire participer les participants, le reste de l'équipe. Ne pas venir à la réunion que vous avez posée, c'est pourquoi pas. Je pense que j'ai fait le tour des propositions. OK. Et demain? Alors demain, eh ben, demain, ce sera peut-être le métaverse. Alors moi, je teste ça dans 2 semaines. On m'a dit: «C'est génial, le métaverse». Aujourd'hui, on est quand même arrivé à des technologies qui permettent quand même de restaurer une partie du non-verbal. Alors, je pense qu'il y a pas photo, c'est forcément moins bien que du présentiel, mais par rapport à du Teams, visiblement, c'est très intéressant. Alors, très rapidement fatigant, ce qu'on évoquait, c'était une demi-heure et c'était bien. Voilà, donc je teste ça dans 2 semaines, j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Écoutez, j'ai terminé sur la présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions qui n'auraient pas été posées au fil de la présentation? J'ai vu une question tout à l'heure, quid de l'hybride, hein, présentiel et distanciel? Alors j'avoue que ça, c'est peut-être mon talon d'Achille. Je suis pas très à l'aise, moi, personnellement, avec l'hybride.
Je pense qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas forcément tout faire en hybride. Quand il y a une présentation et des questions, on peut avoir des personnes derrière qui sont présents qui peuvent écouter la conférence. Du brainstorm en hybride, ça devient peut-être compliqué. On va se retrouver peut-être avec des... Ah si, encore que je pense qu'il y a des solutions qui existent. Je pense que Klaxoon le fait, par exemple, où ils vendent aussi du matériel où à la fois on peut avoir des écrans et collaborer avec du post-it, et puis donc d'autres personnes qui seraient à distance et qui pourraient aussi collaborer avec du post-it. Je pense que ça, c'est ce genre de matériel qui peut être intéressant. Du tableau blanc partagé, qu'on est en présentiel et sur lequel on puisse se connecter en distanciel pour de l'hybride. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques aussi? Donc le point en tout cas de cette présentation, c'est de dire que l'agencement d'une salle, quelque part, ça fait partie des éléments qu'on doit prendre en compte quand on propose une animation, quand on se prépare à une facilitation. Ça fait partie des choses. Voilà, on a le processus, qu'est-ce que je vais utiliser comme atelier pour répondre à l'objectif, combien de temps on va y passer, etc. Qu'est-ce qu'il me faut comme matériel, mais en fait, même comment est-ce que je vais agencer les locaux. Alors, lorsqu'on facilite avec les enfants, comment peut-on reprendre leur attention dans un atelier? Alors, je ne facilite pas avec des enfants. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à ça? Parce que je vais pouvoir faire des suggestions, mais est-ce que quelqu'un a de l'expérience dans ce domaine? Peut-être tester de lever la main, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour les enfants. Comment gérer le brouhaha pendant des ateliers en sous-groupe? Donc oui, si on a plusieurs sous-groupes qui sont assez proches, ça peut faire effectivement beaucoup de bruit. Si c'est possible, si vous avez d'autres espaces à disposition, ça peut être d'essayer de réserver d'autres salles autour et de pouvoir envoyer les gens carrément dans des espaces qui sont séparés. Mais le brouhaha, oui, il faut que les gens puissent échanger. Donc il faut qu'il puisse avoir lieu ce brouhaha. Donc essayez d'éloigner les groupes, quitte à les envoyer pour certains se promener un petit peu. Hein. Donc pour les enfants, j'ai vu, vous avez noté des réponses. La clochette, frapper dans les mains pour récupérer l'attention aussi. Alors, as-tu déjà vu des personnes qui ne comprenaient pas la disposition de la salle? Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que j'ai déjà eu ce genre de cas? Non, je pense qu'on a plutôt été confrontés collectivement, aux limitations de l'espace, mais de là à avoir un espace configuré, que la configuration soit pas comprise, je pense pas, non. Parce qu'en même temps, vous voyez, hein, c'est pas des choses, folles, hein. En gros, on fait des ronds, on fait des il y a rien de très, très compliqué, quelque part dans ce qu'on propose, donc non, j'ai pas été confrontée à ce genre de cas de figure. Je réfléchis quand même, mais il y a rien qui me vient. Bon, ce que je vous propose avant de partir, c'est le rôti. Donc, laissez un petit retour sur ce que je vous ai proposé. Moi, ça me nourrit pour poursuivre et puis aussi pour la journée globalement. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est hyper important. En général, quand on est facilitateur, on est apte à recevoir le positif, mais aussi les points de progression. C'est comme ça qu'on s'améliore. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le sujet vous a plu. Et moi, je vais aller écouter les autres speakers parce que c'est une super journée. Merci beaucoup, Claire, pour ton intervention. J'ai ajouté dans les commentaires le lien du rôti.
Et n'hésitez pas à nous retrouver sur le salon principal. Encore merci Claire, et puis dans une demi-heure pour une nouvelle session. Merci, bonne Merci à journée. tous. Au revoir. Au revoir.